ou 4 mois par le maire de Boulogne-Billancourt qu'on a un espace de 1000 mètres carrés pour avoir un lieu de la mémoire. Mais on veut un lieu qu'il n'y aura pas un gant de sécurité, des chaussures de sécurité ou un casque, quelque chose qui préserve la mémoire ouvrière et l'histoire de ces gens-là qui ont fait cette force, de l'emblème de les anges qui est devenu international, quoi. Alors, une des missions de l'ATRIS, c'est également de transmettre aux enfants, dans les écoles primaires ou dans les collèges, un petit peu cette mémoire ouvrière, mémoire ouvrière générale, ça peut être des Français qui étaient déjà ici, ou également des gens qui venaient d'Afrique, du Maghreb notamment. Est-ce que vous, à l'époque, avec vos enfants, vous parliez un petit peu de votre histoire personnelle? Donc, c'était le gros problème. Donc, il y a cet handicap et on a remarqué ça dans une tournée qu'on a fait au Maroc. Donc, on a fait une tournée qui s'appelle La Caravane de la Mémoire. On est parti 5 ou 6 personnes dans un camion et grâce à un organisme d'État qui s'appelle le CCME, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, la ville de Bologne, la ville de Saint-Denis, et les municipalités des différentes villes, Agadir, Ouled Taïma, Tiznit, et on a fait une tournée là-bas. Donc l'association il a plus de 200 tableaux, donc on fait une exposition. On a un film qui était réalisé par Mehdi Al-Alaoui, un réalisateur de FR3, de 52 minutes, et on fait des débats dans des différentes municipalités. Et on a réussi beaucoup des jeunes, des lycéens, et qui connaissent rien sur leurs parents et leur vécu. Il y a des gens qui ont vécu en France pendant 35 ans, 40 ans, ils sont retournés et on sait qu'il est parti en France, il a réussi à économiser. Donc ils ont renié et on avait des jeunes pleurer, qui ont perdu leurs parents, et en voyant ces photos, ils ont vu, parce dans l'exposition, on a une partie de lieu de travail, une partie de lutte et une partie de portrait des gens avec leurs témoignages. Et quand ils ont vu ça, c'est très émouvant. Donc, et on a eu la chance de rencontrer des gens qu'on n'a pas vus pendant 24 ans, 25 ans, qui se sont retournés dans le cadre de la reconversion dans les années 82 et qui se sont installés là-bas et qui ont perdu beaucoup de leurs droits. Donc on a vu vraiment des choses et qui n'ont plus de couverture sociale. Il y a des gens qui sont atteints. Il y a des maladies qui déclenchent 30 ans après, comme les gens qui ont travaillé dans les mines. Après la fermeture des mines, ils sont travaillés à Renault. Donc il y a des gens qui sont atteints avec des maladies poumons. Il y a des gens qui étaient touchés par l'amiante. Il y a plein de cas comme ça qui vraiment c'est triste. Ils n'ont plus de couverture sociale pour se soigner. Donc on peut dire en tout cas dans ce cas-là que l'histoire, en tout cas la transmission de l'histoire a manqué. Et M. Fakouli, pour revenir peut-être sur un discours qui a fait polémique, le discours du président de la République, donc Nicolas Sarkozy, à Dakar, disant que l'homme africain n'était pas entré ou suffisamment entré dans l'histoire. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce discours? Moi, je fais partie de ceux qui lui ont répondu. Je lui ai répondu, ça a été publié par un grand quotidien malien. Ça a été publié aussi sur certains sites web ici. Je devais également faire partie de ceux qui l'ont répondu à travers le livre dirigé par Makili Gassama, L'Afrique répond à Sarkozy. Mais mon article devait être modifié et le responsable du livre ne voulait pas diffuser mon article, ne voulait pas le modifier lui-même, il voulait que ce soit moi qui le fasse. Comme il n'a pas pu me joindre, il a préféré l'écarter. Donc moi, naturellement, j'ai expliqué, j'ai démontré que Sarkozy, c'est même pas peut-être, c'est que c'est certain qu'il ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas dire une telle chose du continent qui a été le berceau de l'humanité, du continent où a vécu l'être humain jusqu'à son développement terminal, c'est l'Homo sapiens sapiens, un continent d'où cet Homo sapiens sapiens est sorti pour aller à l'extérieur, pour coloniser les terres vierges et à donner naissance en plus à d'autres races, avec son expérience. On ne peut pas dire de ce pays qui a porté l'Égypte pharaonique, qui est à la base de pratiquement la civilisation, les mathématiques, l'architecture, la médecine, la religion. On ne peut pas dire cela d'un tel continent. C'est que ça prouve ses lacunes,
vraiment dans la connaissance de l'histoire de l'Afrique. Et j'ai démontré que la Déclaration universelle des droits de l'homme date de 1800 et poussière. En 1200, la charte du Mandé, élaborée par Soundiata Keïta, l'empereur du Mali et ses collègues, est enterrée donc de plus de 600 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans cette charte du Mandé, tous les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme se trouvent déjà dedans. D'ailleurs, il y a d'autres personnalités comme Youssouf Tata Cissé qui a fait un ouvrage là-dessus. Donc j'ai démontré que Sarkozy, en fait, il ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Et ceux qui l'ont conseillé ne connaissent pas non plus l'histoire de l'Afrique. Et comme ils ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous pensez que ce genre de discours a des impacts, des influences directement, des répercussions sur ce qu'on appelle les descendants des Africains ici même? Mais forcément, parce que la plupart d'entre eux ne connaissent pas l'histoire de leur pays, ne connaissent pas l'histoire de leur peuple. Ce n'est pas leur faute. C'est-à-dire ce sont nous, leurs parents, nous, et tous ceux qui sont conscients qui devraient les informer, leur permettre de connaître mieux leur histoire pour pouvoir se défendre, comme ils ne connaissent pas leur histoire. Et quand ils regardent vers leur continent d'origine, c'est la honte qu'on leur renvoie, parce que tous les comportements de nos chefs d'État font que personne au monde ne peut nous respecter. Donc ils ont tendance à croire effectivement ce que Sarkozy dit. C'est clair. Ce n'est pas leur faute, c'est notre faute à nous. Nous devons avoir l'objectivité de reconnaître que c'est le travail que nous devons faire qui n'a pas été fait. Et prendre conscience qu'il faut dès maintenant commencer à faire ce travail-là. Monsieur Edby, qu'est-ce qui a changé, vous, depuis que vous êtes arrivé ici en France, depuis 1968-69 jusqu'à aujourd'hui 2009? Est-ce que vous avez vu du changement chez les gens, chez les Français, la façon dont ils regardent notamment les jeunes générations? Est-ce que vous pensez qu'ils ont de la place pour s'intégrer ou pas du tout? Il y a beaucoup de changements, mais si nous, on ne fait rien, comme dit notre ami, il faut que nous, qu'on bouge, qu'on revendique nos droits, qu'on essaie de changer la situation. Parce que je vois beaucoup, les jeunes ne s'intègrent pas dans le monde associatif, dans le monde syndical, donc ils essayent de s'isoler, de se marginaliser. Donc je crois qu'il faut qu'on s'intéresse, nous aussi, à bouger les choses. Comment vous avez vécu la fermeture, vous, parce que vous étiez déjà sorti de cette usine, mais on en a fait tout un symbole de la fin d'un cycle, de la fin d'une époque, en 1992, la fin de Renault, Boulogne-Billancourt. Je n'ai pas vécu, moi, la fermeture parce que j'étais licencié en 86. J'ai été parmi les militants acharnés et donc j'ai été parmi les premiers dans la liste, la charrette de 120 personnes qui étaient licenciées en 86. Mais j'ai gardé toujours les liens avec les camarades de l'entreprise. Mais j'ai vu avant la fermeture, avant la destruction définitive de l'usine, parce qu'on a réussi à s'introduire à l'entreprise, à l'usine. Chacun, il a été filmé dans l'endroit où il a travaillé. Il y avait un témoignage. On parle de l'histoire et de la mémoire. Donc, on a fait un film avant la destruction de l'entreprise définitivement, où il y avait plus de 52 témoignages des gens qui ont travaillé à l'intérieur de l'entreprise. Il y a des Français, il y a des Africains, il y a tout un mélange. Donc, on a vu, c'était triste. Donc, moi, quand je suis rentré devant une caméra et voir tout ça, j'ai pas pu m'exprimer. J'avais larmes aux yeux. Donc, j'ai passé une grande partie de ma jeunesse. J'avais beaucoup de relations avec des gens de travail, avec des amis du travail. Donc, et moi, j'avais un autre parcours qui est un peu différent. J'étais parmi les premiers gens à introduire la culture à l'entreprise. On avait une forte comité d'entreprise, comme il y a un mélange des ethnies. On faisait des grands spectacles. On a fait venir des grands artistes africains, maghrébins. À l'intérieur, on a fait venir des écrivains comme Rachid Boujdra, comme Tahar Ben Jelloun, et à montrer à ces gens-là qu'ils ont une culture, qu'il n'y a pas que des gros bras. Donc ces gens-là, ils ont tout un passé, toute une histoire, toute une culture. Donc
Et c'est ça qui a fait la force de ces gens-là et de cette entreprise. Et qu'ils étaient toujours en lien avec leur culture et avec leur tradition. Et on fêtait toutes les grandes fêtes musulmanes, que ce soit la Eid el-Kibir, la fête du mouton, ou que la fête du Ramadan. Donc il y a plus de 5000 travailleurs maghrébins et africains. Donc ils pèsent un poids très important. Donc on prend leur voix en considération. Donc, nous arrivons bientôt au terme de cette émission, donc je vais vous demander en un mot de conclure en me disant qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aux jeunes générations notamment qui arrivent maintenant et qui souhaitent faire leur vie, ce qui est tout à fait normal ici en France. Moi, je leur souhaite tout simplement d'être curieux, de chercher à comprendre l'histoire de l'humanité pour pouvoir trouver leur place. Parce que tant qu'ils ne connaîtront pas l'histoire de l'humanité, tant qu'ils ne connaîtront pas la place de leur peuple dans cette humanité-là, ils ne pourront pas voir plus clair. Ils sont comme dans l'obscurité. Donc je leur conseille de lire beaucoup, de ne pas compter forcément sur les parents, parce que beaucoup d'entre eux ont des parents qui ne peuvent pas les aider. Parce que soit ils sont analphabètes, soit ils ne sont pas suffisamment curieux, ils n'ont pas travaillé cette politique de la lecture. Donc je leur conseille d'essayer de lire, d'aller sur les sites internet. Il y en a beaucoup qui peuvent solliciter, qui peuvent les aider aussi à lire. Je leur conseille également de lire certains de mes ouvrages. Ils pourront trouver la bibliographie en tapant mon nom sur internet. Et je pense que avec mes ouvrages et beaucoup d'autres bien sûr, ils pourront peut-être mieux trouver leur place dans cette humanité, dans cette société et pouvoir faire aboutir certaines de leurs luttes. Écoutez, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour Ethnicité. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine édition d'Ethnicité. Restez bien sûr sur ITA TV. Merci à tous.